D'abord, Julien Fournier qui sera avec nous dans quelques instants, l'ex-directeur général de Nice. Alors, il a eu une vie dans plusieurs clubs dans le foot français. Il est aujourd'hui en Italie. On est très content de l'avoir dans quelques instants avec nous pour évoquer les différents sujets d'actu du moment. Parler d'Ineos, parler de Nice, parler de son départ, parler de Christophe Galtier, tout le reste. Donc, supporters niçois, soyez attentifs. Et on ne parlera pas que de Nice avec Julien Fournier. Bonsoir messieurs. Ah voilà, Bonsoir. la liaison est nickel. Merci Voilà. d'être avec nous dans l'after et de répondre à toutes nos questions Grand plaisir pour moi. en toute transparence. Alors vous êtes aujourd'hui à Parme, directeur sportif, donc vous avez rebondi depuis votre départ à Nice. Oui, pas ma grande surprise, mais c'est vrai qu'après mes 12 années à Nice, j'étais plus parti pour m'accorder un repos. Alors je sais pas si c'était bien mérité ou pas, mais m'accorder un repos. Et puis après j'ai eu cette possibilité-là. Et c'est vrai que pas me mettre en danger, mais d'aller à l'étranger, c'est toujours intéressant. Et donc j'avais envie de tenter l'aventure. Et Ça veut dire voilà, qu'il y a comme un mercato des directeurs sportifs en fait. bah, tout évolue, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Mais Bon. vous, Julien, ça vous n'êtes pas surpris, mais nous, ça nous surprend parce que, Marseille, Nice, Parme, c'est quand même, vu de notre balcon à nous, un étage en dessous quand même, voire 2 étages en dessous par rapport à ce que vous avez connu. On imaginait après Nice quelque chose de plus flamboyant. Oui, mais comme je vous disais, j'ai eu effectivement peut-être aussi d'autres sollicitations, mais quand j'ai parlé avec Parme, et pour les gens de ma génération, Parme, c'est un club énorme, et franchement, j'ai eu un super contact avec le propriétaire du club, qui lui m'a aussi donné envie, parce que j'ai été assez franc et direct avec lui en lui disant au départ que moi, pour moi, j'avais envie de faire une petite pause. Et puis je me suis pris au jeu. Et puis même si je redescends d'un étage, moi j'aime mon métier. Et puis quelque part se mettre en danger et d'aller découvrir aussi un autre football, moi je trouve ça enrichissant. Et donc on verra où ça me mène. Alors Julien Fournier, votre métier justement, il n'est pas toujours bien compris, bien cerné par les gens qui suivent le foot. Comment vous le définiriez, directeur sportif? Votre fonction, c'est quoi précisément? Directeur du football, c'est un mot à la mode. Oui, maintenant c'est directeur du Ça football, veut on dire dit. quoi, directeur du football? Alors, moi, la manière dont j'exerce mon métier, je considère que dans le football, dans un club de football, il y a différents compartiments. Je ne vais pas m'inventer une compétence. J'ai pas été un joueur de foot professionnel. Je peux avoir des manques sur ces aspects-là. Maintenant, le foot, ça requiert tout un tas de compétences. C'est pas uniquement manager une cellule de recrutement, c'est aussi d'être en capacité de construire un effectif, c'est aussi d'être en capacité de gérer un entraîneur, c'est aussi d'être en capacité de mettre en place une politique de formation dans laquelle, quand on construit un effectif, on fait la place pour les jeunes de la formation. Donc en fait, c'est mettre en place une organisation performante autour de l'équipe. Moi, c'est comme ça que je considère mon métier, et c'est pour ça aussi que j'aime m'entourer de gens plus compétents que moi dans certains domaines, parce que j'ai jamais cru à la personne idoine ou au directeur sportif un peu miracle qui a toutes les casquettes et qui fait tout seul. Moi, je crois beaucoup à l'organisation et à l'équipe derrière l'équipe, comme on dit. Alors, à Nice, vous n'étiez pas que directeur sportif, vous étiez directeur général, ensuite directeur du football. Bon, après, on joue sur les mots, mais enfin, là, vous aviez on va dire un champ d'action beaucoup plus large. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons concrètes qui vous ont fait partir? Les raisons concrètes, vous savez, quand vous faites 12 ans dans un club, et puis en plus, pendant ces 12 années, j'étais à un moment donné parti pendant 6 mois, et en fait, je trouve que pour un club, c'est bien de se régénérer aussi. Moi, je me souviens de mon retour à Nice, et j'avais un regard sur le club qui était complètement différent. Ouais, mais ça, Julien, c'est un peu de la com parce que, effectivement, c'est 12 ans à Nice, mais il y avait un nouveau Nice. Là. L'arrivée d'Ineos, c'est pas si vieux. Il y avait un nouveau projet. Vous pouviez rester à Nice en entrant dans un nouveau projet, finalement. Et puis, au bout de 2 ans, vous dites au revoir alors que vous étiez en première ligne dans la première partie du projet Ineos en étant au-delà de Nice, directeur du foot et directeur des clubs satellites, etc. Donc, il y a quand même eu, à un moment donné, il y a eu une rupture au-delà de la com. Qu'est-ce qui a provoqué la rupture? Non, c'est pas, Stéphane, c'est pas de la com, j'allais venir à ça. Et dans tous les clubs, et Nice y compris, il y a aussi une dimension politique.
les postes ou le poste peut-être que j'occupais aussi pouvait donner envie à certaines personnes de l'occuper. Et voilà, et on a un propriétaire à un moment donné qui prend des orientations. Et moi, j'ai toujours été le plus respectueux possible avec le propriétaire. In fine, c'est lui qui doit décider. Et quand on n'est plus en accord avec la stratégie, plutôt que de larver un club de l'intérieur, d'avoir des clans, des bagarres, etc., il vaut mieux partir. Donc ils vous ont viré ? Et ça s'est fait de manière honnêtement, de manière tranquille. Et vous pouvez leur demander. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de... Voilà, on a eu une discussion et on a convenu que la direction que le club, qui voulait donner au club, moi, ne me correspondait plus. Et peut-être que je leur correspondais plus aussi. Et puis, mais voilà, c'était quoi la direction du club ? Parce que le problème, c'est qu'on la comprend pas, la direction du club. On a eu une saison dernière où vous étiez avec celui qui a été un de vos meilleurs amis pendant un moment, mais qui visiblement ne l'est plus et ne l'a plus été. Il vous a tapé dessus, Christophe vous lui Galtier, avez tapé dessus, et finalement, vous vous êtes fait virer tous les deux. Donc, est-ce que les dirigeants anglais ont dit, ces deux-là, on n'en veut plus, ils n'ont pas donné à Nice, ils n'ont pas mis Nice sur les rails que nous, on envisageait? Il faudrait leur poser la question. Après, on a un propriétaire qui est anglais, qui est d'une génération où c'est la toute-puissance aussi du manager à l'anglaise, les Ferguson, les Wenger, et c'est sa manière de voir l'organisation dans un club. Et c'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison d'ailleurs, assez chaotiques, et qu'à un moment donné, lui a été dans l'obligation de faire un choix. Mais chaotique, à quel propos ils étaient chaotiques, vos rapports avec Christophe Galtier? Très honnêtement, Daniel, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi, on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe, il rentrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. Donc il y a aussi des sujets, et peut-être que je resterai langue de bois ou que je vous en aurai trop dit sans tout dévoiler. Mais c'est pas des affaires du foot qui nous ont opposés, c'est des choses de mon point de vue bien plus graves et qui nous ont opposés dès le départ de la saison. Et c'est vrai que et lui et moi, pour le coup, on a essayé de masquer. Et qui concernait le recrutement, de certains joueurs. Non, la vie d'un vestiaire plutôt, je crois. C'est connexe au foot. Bien sûr que c'était indirectement lié au foot parce qu'on travaille dans un club de foot, mais voilà, c'est des choses qui moi me touchent au plus profond et puis sur lesquelles on avait des positions, Christophe et moi et même le président, très très éloignées. Et puis donc on a fait la saison et je pense qu'on a été, et lui et moi, le plus professionnel possible pour essayer de limiter l'impact négatif que ça pourrait avoir sur l'équipe. Et puis en fin d'année, voilà, il y a eu la séparation. Et sans vouloir, on va pas vous cuisiner là-dessus pendant un quart d'heure, même un peu. Une simple question quand même. Est-ce que ce désaccord profond est lié au fait qu'un membre de la famille de Christophe Galtier est agent? Non. Rien à voir. Ah non, pas du tout. Non. Très bien. Pour moi, c'est des choses. Non, parce que ça. Parce qu'on en parle souvent dans le foot, ça. Aujourd'hui, c'est la mode d'avoir un fils agent, le fils d'un tel, le fils d'un tel. Bon. Non, mais ça, ce sont des problématiques qui sont inhérentes à mon métier. Moi, si je ne suis pas capable, à un moment donné, de gérer ces problématiques, effectivement, il faut que je change de métier. Non, c'est des choses, et puis je m'arrêterai là, mais c'est des choses qui, pour moi, sont des choses graves, qui me touchent sincèrement et profondément. Et voilà. Et donc c'est oui, éthique. on a eu. Oui, je le pense et je crois maintenant le savoir parce que ça confirme pas mal de choses que j'ai entendues. Et donc, je vais vérifier une autre fois avant de le dire. Je ne le dirai pas ce soir, mais si ça se confirme, effectivement, Julien Fournier a raison. Et là, ça va poser un gros problème si ça sort. Mais bon. Allez, 22h17. Vous en dites à la fois trop ou pas assez, Julien, parce que vous laissez une bombe allumée dans l'air, là. Non, franchement, c'était pas du tout. Moi, si je fais votre émission, honnêtement, vous m'avez amené là-dessus et c'est vrai que j'ai répondu ou trop vite ou j'en ai trop. Non, mais vous étiez sûr que de toute façon, on allait vous poser la question du pourquoi de votre brouille. C'était évident. On n'allait pas passer à côté de cette question. Peut-être, malgré mon âge, j'ai peut-être un côté naïf. Non, je pensais qu'on allait parler effectivement de Nice, effectivement d'Ineos, peut-être un peu de Parme aussi. Mais pas forcément de ça, parce que moi. Est-ce que ça, moi je vais vous poser une question à la fois directe et indirecte. Est-ce que ça a à voir, cette brouille, avec ce qui a pu se passer, par exemple, au Parc des Princes hier soir entre le Brésil et la Tunisie?
suis en Italie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Revenons mais ça a à probablement à Ineos. voir avec un joueur de Nice qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière et qui avait un problème. Revenons à Ineos parce qu'on apprend aujourd'hui que. Peut-être, je dis peut-être. Les gars, on apprend aujourd'hui qu'Ineos dévoile de grandes ambitions pour le club avec une restructuration interne qu'Ineos veut mener. Alors on sait qu'aujourd'hui, il y a un homme fort au sein du club qui s'appelle Dave Brailsford, on en a parlé longuement dans l'after. On annonce un nouveau centre de performance très bientôt. Julien, vous avez quand même une expérience dans le foot. Vous êtes passé par plusieurs clubs, parce que là on parle de Nice, mais vous êtes passé par l'OM avant. Vous avez même été président à Strasbourg, un des plus grands clubs français évidemment de l'histoire. On le sait tous. Non, mais surtout à Marseille, Julien a été le bras droit, enfin le binôme avec Pape Diouf à une époque où l'OM a eu une stabilité assez rare dans son histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, fort de votre expérience donc assez longue dans le milieu du foot, quand vous voyez ce que veut faire Ineos, ce que dit Ineos, est-ce que vous y croyez vraiment au plus profond de vous? Vous dites oui, ils peuvent y arriver, ou alors vous avez des doutes? Non, ils peuvent y arriver parce qu'ils ont des moyens colossaux. Mais l'argent ne fait pas tout. Si vous n'avez pas de la compétence pour bien se servir de cet argent-là, vous allez dans le mur. Et ça a été, quand j'ai parlé de divergence cet été stratégique, ça a été ça. Et donc, je pense que eux aussi vont acquérir de l'expérience. Je pense qu'ils vont commettre des erreurs. Et je pense que comme ce sont des gens intelligents, ils répareront leurs erreurs. Et comme ils ont des moyens colossaux, aujourd'hui on vit dans un monde où dans le foot, l'argent est extrêmement important. Et peut-être que sur la durée, ils auront raison parce qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent. Alors, le discours qu'ils tiennent est parfois un peu c'est un peu incompris. C'est qu'on dit Ineos, ok, ils ont réussi dans des sports qui sont très différents du foot. C'est pas parce que tu as réussi dans le vélo, dans la voile ou dans les sports mécaniques que tu vas réussir dans le foot. Vous pensez que ça, c'est un discours qui tient? Vous savez, pour moi, quand on essaye d'analyser la galaxie Ineos, ils ont racheté le Team Sky, qui était le Real de Madrid du cyclisme. Donc, ils ont racheté une équipe qui était déjà extrêmement performante. Quand ils sont allés dans la F1, ils sont allés chez Mercedes, qui était déjà multiple champion du monde. Donc, quand ils sont allés dans la voile, c'est pareil, c'est l'America's Cup, ils ont pris la plus haute compétition. Donc, leur première véritable expérience pour construire, pour bâtir, c'est à Nice. Oui. Donc le sport de haut niveau, c'est un métier qui s'apprend et le foot en particulier, parce que vous êtes des professionnels du foot, même si vous êtes à l'extérieur des clubs, vous faites partie de l'écosystème du football et vous avez cette connaissance-là. Et puis il faut aimer un peu le foot. Voilà. Il faut le respecter et l'aimer. Et même quand on l'aime, même quand on le respecte, on fait des erreurs. Et je pense que Ineos va apprendre. Voilà, ça, j'ai pas de doute, ils vont apprendre. Moi, c'est une question qui me ramène à votre parcours personnel, justement, parce que vous avez un long parcours avec Nice et ça s'est pas très bien terminé, mais ça a été quand même une forme de success story. Et vous avez réussi, Julien, avec peu de moyens, avec même très peu de moyens. C'est là où peut-être vous avez donné le meilleur de vous-même. Et le jour où il y a eu des moyens, le jour où il y a eu beaucoup d'argent, vous avez, vous, personnellement, en tout cas, les résultats du club que vous dirigiez étaient beaucoup moins bons. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, on a deux problèmes dans la vie, c'est quand on n'a pas d'argent et quand on a trop d'argent. Est-ce que vous avez senti ça? Et est-ce que vous n'êtes pas fait, vous non plus, peut-être, perso, pour gérer des projets où l'argent dégouline et ça fausse un peu tous les repères qu'on a? C'est pas me défendre, mais je suis vraiment pas d'accord avec l'analyse. Je veux dire, à Nice, on n'avait c'était important, mais que la 5e masse salariale de France, et loin derrière Paris Saint-Germain, mais aussi Marseille, Lyon, Monaco. Mes 3 années, c'est 2 fois 5e, dont la dernière année, où si on n'a pas ce point en moins, on est 4e, et une finale de Coupe de France. Donc c'est pas non plus catastrophique. Oui, bien sûr. On était sur une phase de construction. C'est pas catastrophique en termes de résultats, Julien, mais le stade était à moitié vide et l'impression laissée par l'équipe était souvent décevante et beaucoup de supporters niçois s'ennuyaient quand ils allaient au stade. Ça compte pour un club, pour des dirigeants, pour un directeur du football, c'est un ensemble quand même. Oui, vous avez raison. Non, mais là-dessus, je ne suis pas en train de dire que tout était parfait et qu'on n'a pas commis d'erreurs. Bien évidemment qu'on a commis des erreurs. Mais je pense qu'on était sur une phase ascendante et malgré le fait que Ineos était là pendant ces 3 années, comme j'avais la direction du club,
j'ai jamais non plus disposé d'un budget comme ils peuvent l'avoir cette année. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que la première année Ineos, le club est racheté, je crois que c'était le 27 ou le 28 août, donc 3 ou 4 jours avant la fin du marché. Donc forcément, comme vous arrivez à 3 jours de la fin du marché avec un actionnaire qui s'appelle Ineos, avec des attentes énormes, quand vous allez acheter Dolberg, au lieu de le payer peut-être, j'en sais rien, 10 millions, vous le payez beaucoup plus cher. Quand vous allez acheter Alexis Claude Maurice, c'est pareil parce que vous n'êtes pas du tout en position de force sur le marché. Donc, c'est en cela que je dis que ça bouge vos repères perso à vous, parce que vous êtes confronté à des situations. Moi, je me souviens d'un été où Nice, c'était au mois d'août dernier, ou presque, de Ligue 1, et avec Claude Puel entraîneur, et où dans les derniers jours du mercato, vous allez chercher Svitanic et Seric, et puis s'enclenche derrière une saison magnifique, alors que personne ne connaissait ni l'un ni l'autre. C'était plus votre ADN que d'aller mettre 20 millions sur un joueur. Oui, après quand on a travaillé à Marseille, on était, moi, surtout un joueur comme vos 10, grand club et peut-être même le plus grand club français, en tout cas à l'époque, et on avait plutôt bien réussi puisqu'on avait amené le club chaque année en Coupe d'Europe. Donc bon, j'accepte la critique et elle fait partie du jeu. Je m'autorise à pas la partager à 100%. Voilà. On parlait de Balotelli et de Ben Arfa. Vous avez eu cette capacité à Nice à faire des coups comme ça gagnants. On a l'impression que c'est de plus en plus compliqué dans le foot là, d'arriver à faire ces coups. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux bonhommes là, qui sont quand même des gars assez controversés, qui n'ont pas réussi à rebondir ensuite. Qu'est-ce que vous avez déployé, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça marche à Nice? Mais d'abord, je pense que dans ce type de situation, il ne faut pas avoir peur. Parce que si vous écoutez la rumeur ou maintenant, parce que c'est la mode des data, etc., vous ne prenez pas ce type de risque. Et quand vous êtes un club comme Nice, où à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent et par contre, on avait des ambitions assez importantes, vous êtes obligé de tenter ce type de paris qui, pour les gens, sont risqués. Après, autant pour Mario, et puis là, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est plus Jean-Pierre River qui avait eu l'idée et même la capacité de le convaincre. Mais sur Athème, moi j'avais eu Athème à Marseille, on avait fait son transfert à l'époque de Lyon à Marseille. Je connaissais Athème, Mathieu Bodmer aussi connaissait bien Athème, et c'est un truc qui me faisait pas peur. Il fallait qu'on ait l'accord. Vous pouvez préciser pourquoi Mathieu Bodmer, de quelle façon il intervient dans l'histoire? Mathieu, c'est très clair. Il vient me voir un jour, puisqu'il était joueur, en me disant, écoute, j'ai eu Athème, il voudrait parler avec toi, parce que ça l'intéresserait de venir à Nice. Et voilà. Et ensuite, j'ai parlé avec Athème, j'ai rencontré Athème. Il m'a dit, la première chose qu'Athème m'avait dit, il m'a dit, mais Julien, tu me connais, comment tu veux que je puisse, ma grosse crainte, c'est comment tu veux que je puisse travailler avec Claude Puel. Et moi, je savais que Claude, il était extrêmement intéressé par la venue d'Athème, et puis je les ai fait se rencontrer. J'ai dit, Athème, tu es bien placé pour savoir que dans le foot on te met une étiquette et parfois elle n'est pas méritée. Donc viens rencontrer Claude, passer 2 heures à parler foot, et puis ça t'engage pas, ça n'engagera pas non plus le club. Et voilà, et on a fait ça. Moi, je me suis effacé pendant le rendez-vous, j'étais sur mon téléphone pendant 2 heures parce qu'ils ont connecté foot. Et qu'à la sortie de ce rendez-vous-là, Athème, tout de suite, il m'a dit, Julien, je descends demain, je veux venir. Et puis Claude, il a eu une gestion d'Athème aussi. Claude, il n'a pas fait du Claude. Il a aussi pris sur lui. Et puis, il a su parfaitement aussi gérer Athème et le placer sur le terrain dans une position qui mettait en lumière ses qualités. Voilà, donc c'est un ensemble de choses. Je voudrais savoir, moi, Julien, quel est l'entraîneur qui vous a le plus marqué dans ceux que vous avez côtoyés, parce que vous avez expliqué tout à l'heure que vous n'aviez pas toutes les compétences et que vous appuyez sur des hommes qui en avaient à vos côtés, et donc le rôle de l'entraîneur dans ces moments-là est fondamental. Quel est celui qui vous a le plus marqué? Guéretz, il a dit. Guéretz, pardon. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Eric Guéretz. Après, chaque entraîneur avec lequel j'ai eu la chance de travailler, je crois que, en tout cas, la plus grosse difficulté dans mon métier, c'est de choisir le bon entraîneur, mais j'ai l'habitude de dire au bon moment. Nous, on a fait venir Claude à Nice au départ du projet, ce qui a été franchement peut-être le meilleur choix qu'on ait fait, parce que Claude a jeté les bases de ce qu'allait devenir Nice. Et Lucien, quand il est arrivé, il a aussi mis en lumière le travail de Claude. Et puis donc, alors que on aurait fait venir Lucien avant Claude, honnêtement, je pense qu'on allait dans le mur.
Et même si, par exemple, avec Patrick Vieira, sur la fin, on s'en est séparés, j'ai la conviction profonde et sincère qu'on ne s'est pas trompé sur la qualité de l'entraîneur. Et Patrick, c'est quelqu'un qui réussira. C'était peut-être pas le bon moment, et pour lui et pour nous, de venir à Nice. Alors, le problème du directeur sportif, c'est que vous sélectionnez, enfin vous embauchez un entraîneur en sachant qu'il y a quand même de très grandes chances que vous le viriez avant la fin du contrat, puisque c'est comme ça que ça se fait dans le foot. Claude Puel, il est resté jusqu'au bout de son contrat. Lucien Favre, on l'a transféré à Dortmund à l'époque. C'est vrai que Patrick, voilà, ça s'est pas bien fini. Mais sinon, non, moi je trouve que. Mais quand ça se finit pas bien avec un entraîneur, quel est le moment où le directeur du football avec le président, parce que dans un premier temps, la communication, c'est toujours, d'abord on se dit, ça va pas tarder à se terminer, et puis il reste un peu, et puis la première phrase c'est, on le soutient. C'est quoi le déclic pour virer un entraîneur ? D'abord, c'est un long processus. Moi, j'ai l'habitude de dire aux entraîneurs avec lesquels je travaille, dans un souci de clarté, et je pense qu'ils pourront tous vous le confirmer, quand je signe un entraîneur, la première chose que je lui dis, c'est mon travail, c'est d'anticiper, de savoir quel sera le prochain entraîneur. Donc ne sois jamais surpris si tu entends que je rencontre des entraîneurs. Je suis passionné par ce métier-là. J'ai une profonde admiration pour les entraîneurs, et tout au long de l'année, moi, je rencontre des entraîneurs. Ça se sait pas forcément, mais je fais des rendez-vous pour essayer d'imaginer quel pourra être le prochain entraîneur. Et donc après, comme vous parlez de déclic, on sent que les choses parfois se délitent. Moi, j'ai toujours un discours de totale franchise avec l'entraîneur. J'accepte qu'il me rentre dedans si je commets une erreur, si le club se comporte mal. J'ai pas de gêne non plus à entre guillemets leur rentrer dedans quand j'estime qu'ils sont pas sur la bonne route. Et puis après, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, humainement et même professionnellement, d'arrêter un entraîneur, parce que c'est aussi admettre quelque part que nous, dirigeants, on s'est trompés. Parce que c'est pas toujours que la faute de l'entraîneur. Ouais, mais est-ce que vous allez voir des gens dans le vestiaire pour vous assurer que le message est mort et ne passe plus ? Est-ce qu'il y a l'élément aussi, ça va nous coûter de l'argent, le club peut pas payer la résiliation de contrat ? C'est un mélange de tout ça ? Alors moi, pas l'aspect financier, très sincèrement pas l'aspect financier, parce que je trouve qu'à s'entêter dans un mauvais choix, on perd encore plus d'argent. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'être présent dans les vestiaires avant match, à la mi-temps, après match, aux causeries de l'entraîneur, parce que c'est là qu'on sent une connexion ou une absence de connexion entre un entraîneur et son vestiaire. Et ça peut jouer dans les deux sens. Et je vous donne un exemple qui est très rapide, mais qui est très parlant aussi. À un moment donné, Claude Puel, il a perdu 8 matchs d'affilée. Tout l'environnement du club, c'est-à-dire les médias, les supporters, tout le monde réclamait la démission de Claude Puel ou son licenciement. On était, nous, persuadés, même si on n'avait pas de résultat, qu'on était sur le bon chemin. On a prolongé Claude Puel peut-être quelques mois après, et l'année d'après, on finit 4e. Donc je trouve qu'être dans un vestiaire, ça vous permet de sentir s'il y a toujours une connexion entre les joueurs et le staff. Et faire revenir Favre, c'est une bonne idée à Nice, Julien ? J'aime beaucoup Lucien. Lucien, si vous ne le mettez pas dans une organisation préétablie avec des règles claires que lui n'est pas en charge de faire respecter, lui c'est un chef d'orchestre à la fin qui peut faire jouer la musique. Mais il faut qu'il y ait une organisation, pas militaire, parce que j'aime pas ce terme-là, mais une organisation assez stricte autour de l'équipe. Et dans ce contexte-là, moi j'étais plus sur un autre entraîneur. Ça fait partie justement des désaccords qu'on avait avec le représentant de l'actionnaire. Vous vouliez qui, vous, pour Nice cette année ? Moi je voulais De Zerbi. Voilà. Ah d'accord, c'était une bonne idée. Encore plusieurs questions à vous poser, mais juste pour conclure sur le dossier Favre et la situation actuelle du gym, je rappelle quand même que Dante a fait une sortie qui a fait beaucoup parler il y a quelques jours en disant voilà, en gros il nous manque un homme comme Julien Fournier. Il n'a pas cité Julien Fournier, mais enfin il disait il manque. Initialement, Julien, vous deviez partir en septembre. Pourquoi vous êtes parti beaucoup plus tôt au risque que ce mercato d'été était aussi compliqué à lire? Parce qu'on avait travaillé sur une liste de joueurs et je me suis rendu compte que parce que ça venait de moi, ça devenait tout de suite des mauvais joueurs. Et donc quand on est dans ce type de situation-là, honnêtement, ça sert à rien, mais même pour le club, de s'entêter, d'insister, parce que ça aurait créé
des dysfonctionnements en interne. Donc c'était plus, à un moment donné, il faut être aussi, quand on a ces postes-là, avec beaucoup de responsabilités, il faut pouvoir prendre la bonne décision aussi pour le club. Je pense que, et pour moi, égoïstement, et pour le club, c'était mieux que je m'arrête. Je m'arrête immédiatement. Mais si je me trompe pas, peut-être que je suis pas à jour, mais vous étiez actionnaire du club. Vous avez une toute petite part, vous étiez actionnaire du club. Vous l'êtes encore? Non, je suis plus actionnaire du club. D'accord. Quel est votre avis sur Jean-Pierre River? Vous avez bossé longtemps avec lui. Il a été le patron du club. Ensuite, il est devenu une sorte de salarié, un peu comme Aulas aujourd'hui, puisque il n'avait plus la majorité des parts dont parlait Stéphane. Vous pensez que voilà, on a là un dirigeant de club brillant, ou vous lui voyez des limites? D'abord, il faut rétablir une vérité. Et Jean-Pierre, il a jamais, au grand jamais, été salarié du club. Et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais, qui a jamais eu un attrait pour le club d'un point de vue financier. Il a jamais pris un salaire. Et puis, c'est quand même un des rares dirigeants qui a gagné de l'argent dans le foot français en revendant son club. Ouais. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on avait aussi bien travaillé et que la gestion qu'on avait, elle permettait de gagner de l'argent. Moi, je rappelle toujours, peut-être de manière prétentieuse, mais qu'à Marseille, à l'époque où on a travaillé, on gagnait de l'argent. Le club, chaque année, gagnait de l'argent. Et à Nice, chaque année, on a gagné de l'argent aussi. Donc voilà, après Jean-Pierre, moi, j'ai passé 12 ans avec. Jean-Pierre, il a été présent dans des moments compliqués pour moi, à titre personnel, même très compliqués. On a eu, comme ça peut être dans un couple, à un moment donné, des divergences fortes aussi. Mais franchement, humainement, je garderai toujours un bon souvenir de Jean-Pierre et je garderai toujours beaucoup de considération pour lui. Donc voilà, le voir rester quand vous partez, vous n'êtes pas amer de ça, vous vous dites pas. Du tout. Alors non. Pas du tout. Ah, non, au contraire, non, il fallait qu'il reste. Non, pour le club, pour les Niçois, et puis non, il fallait qu'il reste. Il n'y a même pas eu de débat là-dessus. Non, pas du tout. Il est aujourd'hui une sorte de garant de l'OGC Nice version locale face à la puissance anglaise. J'en sais rien. Ça, après, il faut lui poser ces questions-là. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme un vrai amoureux du club. Et un amour sincère. Voilà. Après, est-ce qu'il a des manques? Je pense que oui, mais j'en ai aussi. Est-ce qu'il s'est un peu éparpillé? Je pense que oui. Est-ce que mon départ lui a permis aussi de pouvoir réoccuper l'espace? Je pense que oui, mais tout ça est tellement humain et tellement normal. Et même dans un projet collectif, je me fais pas d'illusions. Chacun a ça, et moi y compris, mais chacun a son intérêt personnel aussi dans un projet collectif, que ce soit un joueur, un entraîneur, un dirigeant. Voilà. Et donc non, moi sur Jean-Pierre, je veux pas et je ne peux pas dire quelque chose de négatif parce que c'est une belle personne et que voilà, je veux garder cette image-là. Ton micro, Daniel. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes dirigeant dans le football français à des postes différents. Quel regard vous... 20 ans maintenant. Ouais. Quel regard vous avez alors justement, parce que si vous dites 20 ans, ça tombe encore mieux, parce que c'est à peu près en temps, en durée, les pires années de notre football en Coupe d'Europe notamment. Quand on est dirigeant comme vous avez connu tous les autres dirigeants. À l'OM, vous avez bossé avec Pape Diouf, dont vous étiez proche, avec Labrune, dont vous étiez beaucoup moins proche. J'ai pas bossé avec Labrune. Pardon ? J'ai pas bossé avec Labrune. Non, j'ai pas bossé avec Labrune. Quand vous y êtes, il y est à un poste peut-être qui est pas président, mais il est un peu dans la galaxie. Il est quand même pas loin. Voilà, après. Il est dans l'entourage de l'actionnaire. Voilà, c'est ça. Bon. C'est comme ça que je l'entendais. Bref. Ces années-là, 10-15 ans, elles sont terribles. Les résultats en Coupe d'Europe, on les analyse souvent. Qu'est-ce que pense un dirigeant de la façon dont évolue notre football, qui ne cesse de reculer au niveau européen? Si j'avais la solution, je vous la donnerais, mais j'ai l'impression qu'on fait une espèce de complexe qui est complètement inconscient. Mais presque, parfois, je ne reconnais pas nos équipes en Coupe d'Europe. Et là, vous voyez, je viens d'arriver en Italie, et peut-être de manière exagérée, mais eux, ils ont une confiance en eux, ils ont une confiance en leur football, et je ne le montre pas en exemple, parce qu'eux aussi ont plus de peine, mais ils ont une manière d'aborder la compétition qui est décomplexé par rapport à nous, Français, en Coupe d'Europe. Et avec Nice, on l'a joué, la Coupe d'Europe, mais on a eu cette même difficulté
d'arriver sur le terrain en ayant une vraie confiance en nous. On pouvait avoir confiance en nous dans le championnat. Et puis peut-être se dire on va battre Marseille, on va battre Paris. On arrive en Coupe d'Europe où on jouait des équipes moins fortes sur le papier. Bah oui, des équipes qui avaient 10 fois moins d'argent, qui étaient 10 fois moins talentueuses, et nos clubs se prennent des fessées. Enfin, moi, je veux bien l'histoire de la confiance, mais quand vous jouez à une équipe de votre niveau. Mais là, quand c'est 10 étages en dessous, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Mais Daniel, je vous répète, si j'avais la solution, je l'aurais appliquée. Et j'aurais la prétention de la faire partager. Je ne sais pas répondre à votre question. En tout cas, je ne sais pas apporter une réponse, une solution à votre question. Il y a un sujet pour lequel vous vous êtes retrouvé un peu au centre du cyclone il y a quelques mois, et finalement on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. C'est la fameuse histoire de la Coupe d'Afrique avec Andy Delors. Est-ce que effectivement vous avez imposé à Andy Delors, quand il est venu à Nice, de ne pas aller à la CAN, et est-ce que plus généralement vous estimez, vous, dans votre rôle de dirigeant, que cette Coupe d'Afrique pose de vrais problèmes et que donc elle doit déterminer des recrutements en fonction de sa tenue, c'est-à-dire en année de Coupe d'Afrique, on va peut-être pas prendre un international africain parce que c'est un problème de le perdre pendant 1 mois et demi? C'est clair que cette compétition, là où elle est placée, vous êtes obligé, je vais essayer de faire attention aux mots que j'emploie parce que ça peut être très mal interprété, mais vous êtes obligé dans la construction de votre effectif de prendre ce paramètre en considération. Et j'insiste bien sur le paramètre de la Coupe d'Afrique. Jusque-là, personne ne peut être en désaccord avec vous, à moins d'être un horrible faux cul. À partir du moment où vous avez un joueur, si en plus c'est un bon joueur, et peu importe que ce soit pour aller jouer la CAN ou parce qu'il doit aller, j'en sais rien. Moi, je dis ça. Jouer la Coupe du Monde, c'est plus la CAN, c'est la Coupe du Monde. Je dis ça, on va prendre un exemple complètement con à cause, j'en sais rien, du mariage de sa sœur ou de peu importe quoi. Pendant 2 mois, ce gars-là il n'est pas là. Pour n'importe quel directeur du football ou entraîneur, c'est un handicap. Donc on est obligé dans la construction d'une équipe de faire attention à ça. Et moi, si un entraîneur aujourd'hui vient me dire, un directeur du football vient me dire, moi, avoir 4 ou 5 internationaux africains, pas anonymes, des mecs un peu forts qui vont pendant janvier, mi-février être pas là et qui vont être des joueurs clés chez moi, oui, je vais pas les recruter. Il n'y a pas de honte à dire ça. C'est un handicap pour mon équipe. C'est pas horrible de dire ça. C'est aussi une question d'équilibre. Et puis ce même joueur, il va être présent aussi les 8 mois de l'année. Donc parfois on fait pas ce sacrifice, mais cet effort de le prendre. Absolument. Et puis on voit aussi, on a beaucoup d'exemples aussi, Julien. On a vu des joueurs qui étaient à la cave et puis que la CAN remet sur le devant de la scène et le club derrière en profite. Oui, comme on voit des joueurs inversement qui il faut doser les choses à la CAN et puis qui reviennent en lambeaux. Il faut doser les choses, mais tu peux pas perdre une moitié d'équipe. Donc il faut doser le truc. Et ça nous éloigne de l'affaire Delors. Moi, ça m'intéresse le cas de Delors. Ça me fait enrager parfois qu'on fasse porter la responsabilité au club, parce que le vrai sujet, c'est, et ça a été évoqué maintes fois, mais c'est le positionnement de cette Coupe d'Afrique en plein milieu de la saison. Oui, c'est un vrai problème, c'est vrai. Alors qu'à un moment, c'était revenu en juin, on l'a remis en janvier. Bref, sur Andy Delors concrètement, il y avait effectivement une demande de votre part quand il est venu de dire écoute, désolé, mais tu feras pas la CAN? Non, alors après, peut-être que vous ne me croirez pas, mais c'est l'absolue vérité. Peut-être que c'était son agent de l'époque qui avait peut-être préparé le terrain, j'en sais rien, mais pas du tout à notre demande. Mais la première entretien que j'ai eu avec lui, il m'a dit, mais en rigolant, mais il me l'a dit sérieusement, il m'a dit, mais par contre, ne t'inquiète pas, je ferai pas la CAN. Mais bon, il était déjà dans les bureaux, il allait signer. Donc il y a pas de chantage, et on n'avait pas un nombre de joueurs incroyable qui allaient partir à la CAN. Donc c'était pas un paramètre sur Andy qui est rentré en ligne de compte. Bon voilà, parce qu'à l'époque il y avait eu un petit flou et puis ça vous était un peu retombé dessus cette histoire. On avait dit alors qui a menti dans l'histoire? Belmadi a menti, Andy Delors a menti, qui a menti si c'est pas vous? Il y a quelqu'un qui a menti, il y a quelqu'un qui nous raconte pas la vérité. Parce que autant, comme je le disais tout à l'heure, moi, directeur sportif, peut-être que je fais attention parce que je vois la CAN. En revanche, une fois que je prends ou que j'envisage, je n'empêche pas le gars d'aller jouer la compétition qui est la plus importante dans sa vie. Là, ça après, je n'empêche pas parce que ça, je trouve que c'est dégueulasse. Une fois que c'est fait, c'est fait. On le prend en considérant tout. Donc, qui a menti alors? Prenez la situation. Est-ce que vous pensez qu'un directeur ou un entraîneur peut, quand vous connaissez un peu Andy Delors, une fois qu'il a signé, l'obliger à ne pas aller à la CAN? C'est impossible. Donc après, j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu une déclaration d'Andy où il disait j'aurais dû m'expliquer mieux avec Jamel parce que j'avais aussi des raisons personnelles. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, la réalité, c'est que quand Andy il était dans le bureau, avant de faire la visite médicale, avant de signer, il m'a dit je ne ferai pas la CAN. Alors je ne vais pas vous dire que ça me fâchait. J'étais content qu'il la fasse pas. Égoïstement, bien évidemment, mais
on n'avait pas 50 joueurs qui allaient partir à la CAN. Donc c'est plutôt Andy Delors qu'un mentier. Stéphane, encore une petite pub. C'est sur les... Parce que Daniel parlait d'un des grands échecs du football français ces dernières années, c'est les performances en Coupe d'Europe. Et il y en a un autre, évidemment, c'est la gestion des tribunes. Et vous avez été au cœur de la tempête l'an passé à Nice, Julien, avec ce genre de questions. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que globalement, vous pensez sur ce terrain-là avoir échoué et avoir peut-être été trop indulgent avec les supporters, avec certains supporters niçois, en tout cas, qui avaient trop de pouvoir dans le quotidien même du club, d'après ce que je sais? Non, c'est pas une question de pouvoir dans le quotidien du club, ça c'est pas vrai. Par contre, est-ce que le club et donc les dirigeants que nous étions ou que j'étais avaient une responsabilité? Bien évidemment que oui. Après, je crois que cette problématique, parce que chacun se renvoie la balle, quand vous avez un club, et je suis club, on renvoie la balle vers la Ligue va sanctionner les clubs, après il y a les pouvoirs publics, et je crois que ce sujet-là, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience de tout le monde pour vouloir régler le problème, non pas faire, tout à l'heure vous avez parlé de communication, non pas vouloir faire de la communication ou de la politique, on aura toujours ce type de drame ou d'événements, et un jour on va avoir quelque chose de grave. Donc ça fait la une des journaux pendant une semaine, et puis après on revient à la D'accord, Julien Fournier, d'accord, mais quand nous on met en avant des problèmes et que derrière on a des dirigeants comme vous et River l'année dernière ou comme Aulas ensuite, qui vous énervez, qui dites qu'on dit de la merde, vous vous fâchez, vous interdisez les interviews, on peut plus venir à Nice, machin. Et au final, si c'est pour dire un an après, finalement vous n'avez pas eu tort dans ce que vous avez dit. Bon, moi je veux bien, mais alors dans ces cas-là, il faut effectivement que tous les dirigeants se mettent autour d'une table. J'ai entendu Labrune récemment dire qu'il fallait chasser la violence des stades. Ouais, déjà penchons-nous sur les problèmes de sécurité, le recrutement des services de sécurité, l'argent que les clubs veulent mettre dedans. Est-ce qu'ils sont capables de dénoncer les fauteurs de troubles réellement plutôt que d'être régulièrement de mèche avec eux? Enfin, il y a beaucoup de problèmes que les clubs peuvent régler et qu'ils ne règlent pas. Ouais, mais il faut aussi que les gens comprennent quels sont les vrais problèmes des clubs. Et je vous donne un exemple. Vous avez parlé du personnel de sécurité. Croyez-moi, aujourd'hui, c'est une tannée pour trouver du personnel de sécurité. Vous avez mais plus ça, on le sait, on l'a dit l'année dernière, on avait enquêté là-dessus, bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons les frais de police, et croyez-moi que ça coûte aussi très cher, mais qu'il y a quelque part, une déresponsabilisation des services de police. Je vais vous raconter une anecdote qui est du vécu personnel. À l'époque, on avait le centre d'entraînement qui était ouvert aux 80 à Charles Herrmann. Les supporters étaient venus contester la direction, etc., devant les bureaux. J'étais sorti, il y avait 150 supporters, il y avait la police, on s'est fait insulter, cracher dessus, bousculer, mais là, devant les yeux de la police, qui regardait et qui rigolait, et qui souriait, pas rigolait. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous parle de communication. Vincent Labrune en a fait, peut-être que nous, dirigeants, il y a des fois, on est obligés aussi de faire de la communication, mais il n'y a pas une réelle volonté profonde de régler la problématique. C'est pas vrai. Oui, parce que déjà, effectivement, comme vous le dites, il y a des problèmes de personnel, il y a la façon dont ils sont formés, il y a la façon dont ils sont payés. Oui. La façon dont parfois les mecs sont de mèche avec les supporters, et donc vous êtes senti prisonnier des supporters, un peu sous la pression, sous la menace dans l'exercice de votre métier des supporters à Nice? Franchement, quand moi j'ai l'habitude de dire que le meilleur centre de formation des dirigeants en France, c'est l'Olympique de Marseille. Et voilà, pour avoir passé 11 ans là-bas, après vous pouvez naviguer, vous pouvez aller n'importe où. Donc non, c'est pas, j'ai jamais senti de pression. Après, il y a des discussions qui parfois sont houleuses. Et moi, peut-être que ça va vous faire hurler ce que je vais dire, mais je sais pas où mettre le curseur. Mais moi, en tant que fan de foot, moi j'aime et je sais que Daniel va hurler, je m'y prépare, mais moi j'aime les ambiances méditerranéennes. J'aime les ambiances un peu chaudes comme on a connu ou comme j'ai connu plus jeune. Mais quand je dis ça, je suis pas pour les débordements, pas du tout. Et il faut arriver à trouver le bon curseur. Et parfois, nous, les clubs, pourquoi vous voulez sur par rapport à ça? Moi, j'aime bien aussi. C'est juste qu'à un moment, il y a des choses parfois, qu'on peut nous, pas on a l'impression, et je vous le dis sincèrement, d'être abandonnés par les services de l'État. C'est une réalité. Et qu'après, les politiques font de la politique. Les services de l'État, quand ils empêchent les déplacements
ça fout le bordel et on dit qu'il faut pas. Et en fait, il n'y a pas de voix unie dans le football français sur ces sujets. On entend toujours les présidents quand ils sont en crise. Vous l'année dernière, vous sortez. 2 mois après, c'est Aulas qui sort. Mais au niveau de la ligue, il n'y a pas d'unité. Et les présidents sont toujours tournés vers leur petite boutique. On va régler les problèmes avec nos petits supporters à nous. On va gérer les déplacements quand la préfecture dira oui ou dira non. Mais il n'y a pas une voix qui porte et une façade unie pour régler le problème. Il y a Labrune qui a fait du bruit la semaine dernière, mais il fait que du bruit. Ce qu'il a dit ne rime à rien. Je peux être que d'accord avec vous. Il nous reste une petite minute ensemble. Exactement. Oui, ton micro, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut faire à Parme en 2022 alors, englué au milieu de classement de la série B italienne, avec des Français inconnus dans l'effectif. Et Gigi Buffon quand même. Et Gigi Buffon, exactement. Quand même. Donc non, écoutez, c'est déjà il faut que les gens ici prennent conscience que la réalité effectivement c'est la série B parce que ça fait partie de ces clubs qui vivent aussi un peu dans leur glorieux passé et que notre réalité c'est la série B et qu'il faut être animé par un esprit de compétition de tous les jours pour ramener ce club en Serie A. Et je vais pas dire que ça va être à la fin de l'année, mais oui, il va falloir que ce club remonte en Serie A à terme. Voilà. Et donc moi je veux que cette équipe elle se batte et qu'elle soit dans la compétition jusqu'au bout, parce que ce championnat de série B, c'est un championnat extrêmement difficile pour essayer d'atteindre notre objectif. Mais je pense qu'on va moi, je vais me régaler. Et c'est très enrichissant de partir à l'étranger. Qui est-ce qui dirige le club aujourd'hui ? Alors, il y a un actionnaire américain qui a mis en place un binôme. Il y a un directeur général des opérations football que je suis, et ensuite il y a un directeur général que appelle corporate, ça veut dire administratif, commercial, etc., etc. Donc on est tous les deux à piloter le club et vous entendez bien, ça va Les aigles de tête, tout va bien. Et en plus, il parle français. Voilà. Et l'objectif de l'Américain, c'est d'abord évidemment de monter en Serie A, mais c'est quoi ? C'est un investisseur qui a envie de mettre du blé ou c'est un investisseur qui veut faire du trading ? Non, c'est un investisseur aujourd'hui un Américain qui aime prendre des risques. Il veut rénover complètement Tardini, ce qui est une bonne chose. Le conserver mais le rénover. Bâtir un centre d'entraînement digne de son nom parce que en Italie, je me rends compte que les standards sont pas les mêmes qu'en France et que pour le coup l'Italie est en retard en termes d'infrastructure par rapport à la France. Et voilà, il est prêt à investir raisonnablement. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que son argent il soit bien utilisé et pas jeté par les fenêtres. Donc, on va essayer de s'y atteler. Eh bien, écoutez, merci pour cette discussion. C'est moi qui vous remercie. C'était un réel plaisir et c'est sincère de vous le dire parce que pendant toutes ces années, je ne pouvais pas trop ou c'était pas. Mais c'est une émission que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent et pas toujours d'accord avec vous, mais en tout cas, c'est une émission top. Donc, bravo à vous et merci de l'invitation.